Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. À la une île bloquée par des jeunes, des scènes de guérilla dans le chef-lieu. Voilà ce à quoi l'on a assisté ce mercredi. Mais où va-t-on à Mayotte? Quelle solution pour endiguer cette violence? Des questions que nous sommes nombreux à nous poser ce soir. Le préfet Jean-François Colombé sera avec nous en direct de Longoni tout à l'heure. Des solutions, le monde économique en cherche aussi. Une toute nouvelle entité vient de se créer dans ce sens. Il s'agit du SMEM, le collectif du monde économique de Mayotte, à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. C'était le chaos ce matin, un peu partout, difficile de traverser ou regagner Mamoudzou. Une situation pour le moins prévisible puisque le point de départ de ces blocages et affrontements de jeunes avec la police et la gendarmerie reste la revendication de certains d'entre eux d'avoir des bus scolaires à leur disposition. Retour sur cette matinée avec Henliat Bouanaïssa, Yasmine Jaffar et Fahar Hosseini. Mayotte bloquée du nord au sud jusqu'au centre, circulation compliquée donc. Des jeunes cagoulés ont érigé des barrages de poubelles, de bois et autres palettes. Au milieu de ces jeunes, des élèves excédés par le manque de transport dû à la grève des conducteurs de bus de Matisse. Il y a aussi des personnes plus âgées pour emprunter ces bus scolaires qui caillassent les forces de l'ordre et incendient les poubelles. Doujani, Passamaïti, Mamoudzou, Kaweni, Majikavo, Kungu, les habitants et automobilistes sont pris en otage entre jets de pierre et gaz lacrymogène. Des automobilistes en soutien forces de l'ordre aidés à refouler les délinquants, des scènes de guérilla urbaine qui ont choqué plus d'un. Ce que je peux dire en tant que parent, et je m'adresse aux autres parents, il nous faut bien surveiller nos enfants. On sait qu'il y a des problèmes de transport en ce moment à Mayotte, des tensions, alors gardons les enfants à la maison jusqu'à ce que les transporteurs de bus obtiennent gain de cause. Et selon nos informations, des voitures ont été incendiées à Tchevani. À Kaweni, des élus ont tenté de ramener ces jeunes à la raison, pendant que d'autres n'avaient qu'une chose en tête, en découdre avec les forces de l'ordre, comme en témoignent ces images de cailloux sur les routes. Et Majikavo a été, vous l'avez entendu, l'un des théâtres d'affrontement entre jeunes et forces de l'ordre sur place. Et après que les barrages aient été levés sur la route, le jeu du chat et de la souris s'est poursuivi dans les hauteurs de la localité. Papino Zaidani, Fahar Hosseini. Majikavo Koropa, pris d'assaut par les forces de gendarmerie, appuyé par l'hélicoptère qui survole le secteur. Au sol, les militaires traquent les assaillants qui avaient barré la route nationale depuis tôt le matin. À la mi-journée, le principal barrage érigé sur cette route est levé par les gendarmes. Barrage composé de grosses pierres et de pneus enflammés. Sur la chaussée, les stigmates de l'incendie sont saisissants, mais l'essentiel est là. La voie est dégagée, la circulation peut reprendre. Les jeunes manifestants, eux, se sont déplacés plus haut dans Koropa, au quartier d'Oubaï. Et c'est depuis là qu'ils lanceront des pierres en direction des forces de sécurité. Elles répliqueront par des bombes lacrymogènes pour les disperser par moments. Un jeu du chat et de la souris incessant, mettant à rude épreuve les forces de l'ordre. Les affrontements se poursuivront une bonne partie de la journée avant un retour au calme en milieu d'après-midi. Un calme précaire ou définitif, la question reste entière. Ces barrages routiers, ces scènes de violence ne sont évidemment pas sans conséquences sur le moral, tout d'abord, de la population. Une population privée de circulation et tout simplement excédée. Reportage à Passamenti de Toufaili Angelani, Ali Shamsuddin et Maolida Bouanaïri. Une longue file de véhicules à Passamenti. Des automobilistes surpris tôt le matin par les barrages érigés par des jeunes, des barrages hermétiques qui ne laissent même pas passer les deux roues. Sur le trottoir, le désarroi de personnes qui doivent prendre l'avion, pourtant beaucoup pensaient avoir anticipé la situation. Nous sommes partis de Mbouanatsa à 4h30, 5h moins le quart, et donc là je ne sais pas quelle heure il est 8h, donc ça fait bien 4h. Ouais, 4h, presque 5 maintenant, on est bloqué. Et vous savez pourquoi? Apparemment, il y a des enfants qui manifestent ou qui caillassent des voitures un peu plus loin.
Donc ça bloque un peu tout et ils agressent un peu les gens. Donc voilà. On voit que vous avez vos bagages. Vous voyez, on a nos bagages. En fait, on a un avion à prendre. Et tel que c'est parti Tel que c'est parti, c'est parti pour qu'on le rate. Aux premières heures du blocage, la situation était pacifique. Elle s'est vite dégradée. Comme ici à Doujani, des projectiles sont jetés en direction des forces de l'ordre. Certains usagers bloqués ne comprennent pas que des scolaires se transforment en justiciers. Ils en appellent directement aux parents et aux autorités qui feraient preuve de laxisme. Comment peut-on comprendre qu'un gamin de 10 ans, 11 ans, qui soit sur des barrages et que les parents ne réagissent pas? On est emprisonnés, mais vraiment bloqués où on ne sait pas où aller. On sait tous que ce n'est pas des écoliers, ce sont nos frères voisins. Nous faisons appel à l'État, notre frère Macron, qui pense à nous parce que Mayotte est vraiment à la dérive. Un blocage routier qui a paralysé certaines entreprises et administrations de l'île, puisque de nombreux salariés n'ont pas pu accéder à leur lieu de travail. Et cette journée aura, vous l'aurez compris, immobilisé des centaines de personnes. Journée qui aura aussi mobilisé cette fois un grand nombre de gendarmes et policiers. Et c'est le chiffre du jour. Pas moins de 200 forces de l'ordre ont été réquisitionnées pour assurer la tranquillité sur la voie publique. C'est 125 gendarmes et 75 policiers. Des désagréments, de la colère, mais aussi une exaspération prévisible, rappelons-le. Tout a commencé avec la grève d'une partie des transporteurs scolaires, privant de fait le ramassage de certains élèves à l'heure de la rentrée. Transporteurs reçus en urgence cet après-midi par le préfet Jean-François Colombet ainsi que des élus du conseil départemental. La réunion s'est terminée tout à l'heure et le préfet s'est rendu ensuite au dépôt de Mathis à Longoni pour s'entretenir avec les chauffeurs. Il est sur place, il nous attend, monsieur le préfet. Bonsoir. Première question, est-ce que tout d'abord, demain, tous les élèves pourront aller dans leurs établissements respectifs avec un bus? Est-ce que vous nous l'assurez ce soir ou pas? Non, bonsoir madame. Je viens de présenter à l'ensemble des salariés qui sont en grève l'accord que nous proposons à la signature des représentants syndicaux. C'est un accord qui est extrêmement important parce qu'il permettrait, si la base est d'accord, de transposer une convention collective nationale à Mayotte dans le domaine des transports scolaires. C'est-à-dire que nous avons la signature du MEDEF. Si nous obtenons la signature demain de FO Transport après la discussion qui s'installerait sous l'autorité de la DIECT et sous l'arbitrage de la DIECT, eh bien, nous aurions une première historique à Mayotte. Nous aurions un accord professionnel qui reprendrait les termes d'une convention collective métropolitaine et qui s'appliquerait à Mayotte au transport scolaire. Ce serait une première à Mayotte. Pour le coup, là, ce serait de la convergence sociale. Et c'est même une première très très intéressante parce que beaucoup de départements ultramarins ne bénéficient pas de cet accord professionnel. Alors monsieur le préfet, ce marché, juste monsieur le préfet, ce marché de transport scolaire n'est pas dans votre champ de compétences, a encore rappelé cette semaine le deuxième vice-président du conseil départemental sur notre antenne, et vous intervenez dans ce dossier. Est-ce que quelque part c'est le maître de classe qui signe la fin de la récré ? Non, il ne faut pas employer ce vocabulaire quand tant de souffrances se sont exprimées ce matin et en début d'après-midi sur notre territoire. Non, moi ce que j'observe, c'est que l'État n'est pas compétent sur cette question, mais nous ne pouvons pas tolérer des situations comme celles que nous avons vécues ce matin. Par conséquent, il faut rechercher par tout moyen à ce que les parties puissent se parler et que nous puissions trouver une issue au conflit. Je comprends les chauffeurs. Ils sont angoissés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir après le nouveau marché. Ils ne savent pas si leur contrat de travail va être transféré. Je comprends le conseil départemental qui ne veut pas fragiliser sa procédure. Il a raison. Donc il y a une troisième voie, c'est cette troisième voie que je travaille et qui permettra, je l'espère, dès ce soir de signer un accord cadre qui emmènera demain la DIECT,
EFO Transport et le MEDEF à négocier un accord professionnel qui, je le dis, sera équivalent à une convention collective telle qu'elle s'applique en métropole. Voilà ce que nous faisons. Nous ne sommes pas directement concernés par cette affaire, mais nous ne pouvons accepter que cette situation perdure et que ces lycéens, ces collégiens qui ont été privés d'école. Alors, monsieur le préfet, la situation, on l'a dit, était prévisible. Avec ce défaut de transport. Monsieur le préfet, on l'a dit, la situation était prévisible. La députée Ramlati Ali l'a rappelé d'ailleurs depuis Paris qu'à Mayotte, on réagit à chaud, mais on n'anticipe pas. Pourquoi avoir laissé faire quelque part? Non, alors c'est vrai qu'il y a probablement beaucoup à gagner dans la capacité à nourrir le dialogue social. C'est vrai qu'il faut que chaque acteur du tissu économique prenne l'habitude, bien en amont, de se rencontrer, de discuter. Si l'État intervient ici aujourd'hui, c'est parce que la situation était devenue impossible. Encore une fois, moi, je pense aux collégiens et aux lycéens qui ne peuvent pas aller au collège ou au lycée. Je pense aux salariés qui étaient dans l'angoisse. Si nous réussissons ce que nous tentons ce soir, nous serons pour le coup vers une vraie convergence sociale des droits et non pas vers un discours ou un simple papier qui sera signé. Dernière question, monsieur le préfet. La délégation d'élus mahorais à Paris a d'ailleurs suggéré au ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, d'utiliser des militaires pour garantir la sécurité dans l'île. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est la solution adéquate et surtout, est-ce que c'est leur rôle finalement? Non, les militaires ne font jamais de maintien de l'ordre. Ils n'interviennent jamais sur les opérations de sécurité publique. À titre tout à fait exceptionnel, pendant la période du Covid, j'ai pu obtenir le concours du DLEM pour sécuriser certains commerces qui étaient menacés de pillage, mais ça n'est pas leur mission et je comprends qu'ils ne puissent pas se prêter à cet exercice. Mais vous comprenez quand même qu'ils aient fait cette demande au ministre des Outre-mer ? Parce que ça voudrait dire quelque part que l'État faillit en matière de sécurité ici. Ce que je comprends, moi, c'est que les Mahorais sont confrontés à une situation très difficile, qui n'est pas certes nouvelle, mais qui est insupportable. Et qu'il faut qu'il y ait une cohésion parmi tous les acteurs qui peuvent changer les choses. Ce que je comprends, c'est qu'il faut trouver les solutions. Pas seulement parler des problèmes, mais trouver les solutions. Un peu comme nous essayons de le faire actuellement avec les salariés de Matisse, avec cet accord professionnel qui pourrait être une première historique pour Mayotte. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'avoir été avec nous. Jean-François Colombet en direct donc Merci à vous, madame. Longoni. Et pour rappel, le Kala Wadala de ce soir à partir de 20h est présenté par Miss Baoudine Bakar, portera sur ce marché justement des transports scolaires, sujet de toutes les crispations. Débat à suivre en direct sur la page Facebook également de Mayotte la Première à partir de 20h. Et on le rappelle, pas plus tard qu'hier, une délégation d'élus mahorais était reçue au ministère des Outre-mer pour évoquer entre autres l'insécurité grandissante dans l'île, mais pas que. Gervais Nitieux, Denis Rousseau-Caplan. À cause des masques, difficile de lire sur leur visage le sentiment qui domine. Mais l'on peut bien imaginer que les élus mahorais, à leur arrivée au ministère des Outre-mer à Paris, sont préoccupés par la recrudescence de l'insécurité sur leur île. Une insécurité que l'association des maires lie à l'arrêt des expulsions d'étrangers en situation irrégulière à Mayotte. L'immigration clandestine augmente aussi toutes ces violences qu'on est en train de parler aujourd'hui. La rencontre était prévue pour durer 1h30. Au final, l'échange entre les élus mahorais et le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a été prolongé de 30 minutes. Au bout de 2 heures d'entretien, pas de mesures concrètes, mais un engagement. Nous avons obtenu un engagement d'une réponse forte. Mais l'ensemble des élus mahorais, nous voulions que les décisions se prennent avec les Mahorais, avec les représentants de Mayotte, avec les élus mahorais. Et avant que les mesures soient prises, il va y avoir 2 conseillers du ministre qui vont se rendre sur place, échanger avec les Mahorais avant de prendre quelques dispositions que ce soit. Les élus préconisent une implication plus forte de l'État dans la résolution du problème de l'insécurité grandissante à Mayotte. Ils suggèrent le déploiement de l'armée dans les communes où l'on observe une inflation de violence.
Pour nous, élus mahorais, nous pensons qu'il est important que les militaires qui sont à Mayotte puissent être vus dans les villages. Il faut qu'à un moment, l'État montre les muscles pour pouvoir calmer ces délinquants. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, doit se rendre à Mayotte avant la fin de l'année. L'occasion de toucher du doigt le phénomène de l'insécurité dans le 101e département français. Et une réunion de plus à Paris qui ne sert pas à grand-chose. Voilà les paroles de Bakara Toumani du syndicat Alliance Police Nationale. Il est au micro de Daniel Abdo, on l'écoute. Nous ne sommes pas contents de ce qui ressort de la réunion qu'il y a eu entre le ministre et les élus mahorais. Pourquoi? Parce que c'est encore un énième diagnostic qui va être fait. Mais tout le monde connaît la situation de Mayotte. On n'a qu'à prendre un organisme privé pour qu'il fasse le recensement à Mayotte et pour qu'il constate réellement ce qu'il en est. La population mahoraise dit tous les jours, ça ne va pas. Le soir, on ne peut pas sortir, tout est bloqué et c'est l'économie qui est paralysée. Quel diagnostic? Tout le monde sait tout ce qui se passe à Mayotte. Résultat, à travers des solutions. Féliciter nos collègues qui ont réalisé un travail remarquable dans la mesure où on a eu 7 interpellations, en face pas de blessés et on a tenu de 5h à 11h. On a eu les 5 filières de la DTPN qui ont été engagées, ça c'est quelque chose qu'il faut dire aussi. La mutualisation a bien fonctionné et donc on félicite la totalité des 5 filières et l'ensemble des effectifs qui étaient engagés. On remercie aussi les 3 autorités. Eux aussi veulent s'impliquer pour combattre l'insécurité à Mayotte, du moins proposer des solutions dans ce sens, puisque cette insécurité les impacte au quotidien. Je vous parle du collectif du monde économique de Mayotte qui vient tout juste de voir le jour. Darwesh Daou Asedi Razefiteno. Grille fermée sur l'un des plus grands centres commerciaux de Mayotte à Majicavo en pleine semaine ouvrée, la clientèle repliée chez elle. L'image est saisissante quand on parle aujourd'hui de la situation alarmante à Mayotte, totalement asphyxiée par une insécurité à grande échelle. Face à une situation devenue tout simplement chaotique, un collectif du monde économique vient de se constituer pour s'introduire dans la lutte et contrer ainsi un tel fléau. On investit dans la vidéosurveillance, on investit dans des rideaux, des barreaux, on met des sociétés de gardiennage en place. C'est un coût supplémentaire pour les entreprises. C'est un coût supplémentaire qui n'est pas normal par rapport à un territoire où il n'y a pas ces problèmes d'insécurité. On souffre réellement, au monde de l'entreprise, de cette problématique. Pour faire front commun et attaquer le mal à la racine, il faut un véritable bouclier consensuel avec des mesures fortes et urgentes. Ça peut être des actions économiques, des investissements ciblés, ça peut être des partenariats avec le monde de l'économie sociale et solidaire qui est pourvoyeur d'emplois sur les populations les plus fragiles. Enfin, il y a plein de solutions à amener. La seule chose, c'est qu'enfin les acteurs se parlent et se parlent tous ensemble. L'idée se heurte cependant à une certaine méfiance auprès d'autres professionnels. C'est le cas du patron de la Confédération des petites et moyennes entreprises à Mayotte et également chef d'une unité privée de sécurité avec plus de 250 employés. Maintenant que certaines personnes sont atteintes, elles se réveillent enfin et elles nous pondent encore une fois un nouveau collectif. Je dirais que le collectif que nous, on connaît, nous, Mahorais, qui a été créé pour lutter et défendre les intérêts de Mahorais, a toujours été taxé d'être raciste. Je salue l'initiative, mais c'est dommage que ces personnes ont attendu aussi longtemps pour se réveiller enfin. Quoi qu'il en soit, la tergiversation n'a plus sa place aujourd'hui face au niveau ahurissant de l'insécurité dans l'île avec son lot de violences quotidiennes, voire de crimes souvent organisés. Et s'agissant toujours des violences constatées ces dernières semaines dans le département, le préfet a déclaré lundi sur nos antennes, et c'est une première là aussi, il a déclaré qu'il y avait bien une corrélation entre l'arrêt des reconduites à la frontière et la flambée de violences à Mayotte, des propos politiquement incorrects, a-t-il concédé, mais des propos qu'il assume et qui n'ont pas manqué de faire réagir. Yasmine Jaffar, Daniel Abdou. De mémoire de Mahorais, jamais un représentant de l'État n'avait fait explicitement le rapprochement entre l'immigration clandestine et l'insécurité. Jean-François Colombet a osé le lien. Depuis le 16 mars, nous ne pouvons plus reconduire les étrangers en situation irrégulière dans leur pays.
C'est 13 000 personnes précisément que nous aurions dû reconduire depuis le 16 mars et qui sont restées sur le territoire. Et qui se livrent à des luttes d'appropriation, des luttes territoriales pour exister, et qui donnent lieu à une délinquance d'appropriation, tout simplement parce qu'il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils trouvent une ressource, et donc nous subissons de plein fouet l'arrêt des éloignements. Le préfet vient de lancer un pavé dans la mare, et ce n'est pas pour déplaire aux différents collectifs et élus de l'île. Enfin, les services de l'État reconnaissent qu'il y a un lien d'effet à cause entre l'immigration clandestine et la montée de la délinquance. Donc maintenant que ce fait est reconnu, il est important que les mesures soient prises. Et en premier lieu, les mesures d'éloignement. Et quand je parle d'éloignement, je pense aussi bien des adultes que des mineurs. Tous les préfets qui se sont succédés depuis n'ont jamais accepté de reconnaître que cet état de fait était un problème réel qui empêchait Mayotte à pouvoir se développer. Depuis tout ce temps, ce problème subsiste et on n'a jamais cherché à trouver une solution. Un lien de cause à effet entre l'immigration clandestine et la délinquance que réfute complètement la CIMAD. Nous, le groupe local et aussi la CIMAD au niveau national à Paris, fortement surpris et choqués des propos de monsieur le préfet. Quand on sait qui se trouve au CRA en général, et nous sommes bien informés à la CIMAD, nous les rencontrons, nous voyons qu'il y a beaucoup de pères de famille, de mamans, de jeunes, des étudiants, parfois des vieilles personnes, des personnes malades, beaucoup de personnes... on est vraiment très très loin d'un profil de délinquant. Les reconduites à la frontière pourraient reprendre dès le 7 septembre prochain, date à laquelle les Comores ouvriront officiellement leurs frontières. Pas sûr que cela suffise à enrayer les tensions persistantes dans l'île. Place maintenant à votre rubrique L'œil dans le rétro ce soir. Et à l'heure où une délégation d'élus mahorais est à Paris, nous avons choisi de nous arrêter sur le congrès du MPM à Passamenti. Nous sommes dans les années 90. Le mouvement populaire mahorais régnait en maître. À cette époque, la voix des élus locaux comptait pour une seule, de Mayotte à Paris. Et vous allez voir, les problématiques évoquées à l'époque résonnent encore étrangement aujourd'hui. Henri Fina Bonali. Fidèles à leurs habitudes, les responsables du mouvement ont débuté ce congrès par un Maolida Chengue, manifestation religieuse qui a duré toute la nuit de samedi. Le temps fort de ce congrès fut le dimanche, avec les interventions publiques. Plusieurs orateurs sont intervenus devant une assistance estimée à plus de 2000 personnes. Tous les principaux leaders du mouvement avaient fait le déplacement, le sénateur Marcel Henry, le député Henri Jean-Baptiste, le président du conseil général Younoussa Bamana et Mme Zainam Déré, pour n'en citer que cela. Mme Zainam Déré, cette grande figure du mouvement, ouvre le congrès. Elle demande aux intervenants de s'adresser dans le respect et la sagesse. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'immigration incontrôlée d'origine comorienne et malgache. À ce sujet, un défilé pacifique pourrait être organisé à Mamoudzou dans les jours qui viennent. Le problème des pèlerins mahorais passant par les Comores était aussi à l'ordre du jour. Mais l'intervention la plus attendue était bien sûr celle de M. Henri Jean-Baptiste. Pour les députés de Mayotte, la loi d'habilitation adoptée récemment au Parlement réaffirme l'attachement de l'île dans la République. Écoutons M. Henri Jean-Baptiste. C'est un résultat positif. Restons modestes, restons lucides, restons déterminés. Mais il faut, je vous le répète, saluer ce consensus que réalise Mayotte et la cause mahoraise dans l'opinion métropolitaine et dans sa représentation parlementaire. Voilà le premier résultat, et qui vient après la loi programme, après la convention État-Mayotte, après la loi sur la formation professionnelle, après le contrat de plan, est fait par plusieurs gouvernements. Voilà le résultat de la ténacité mahoraise. Voilà l'objet de notre combat.
Le Congrès a pris fin par la lecture d'une motion adoptée à l'unanimité et qui sera portée par ses dirigeants à la connaissance des diverses autorités de l'État et de l'opinion publique. Une motion sur 4 points essentiels: la fidélité et la volonté d'ancrage définitif dans la République, la satisfaction sur le vote intervenu au Parlement d'une loi d'habilitation, les risques d'une immigration incontrôlée et ses conséquences, et enfin la solidarité avec les nombreux peuples qui manifestent leur attachement aux idéaux de liberté et de démocratie. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention, de votre fidélité. On se retrouve dans quelques instants pour le journal en Chimoré. Belle soirée sur La Première.